Bonjour Madame, Monsieur, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur E-Télé. Voici les titres. Après la proclamation du brevet d'études du premier cycle BEPC, un point minutieux des différentes dispositions et innovations mises en œuvre pour la réussite de cet examen a été exposé aux hommes des médias et c'est le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle qui s'est donné à cet exercice. Déjà 12 mois que le maire de Cotonou, Lucas Tropo, s'est installé. Un an après, quel bilan peut-on faire de sa gestion? Impression des citoyens à suivre. Et puis en fin d'édition, vous suivrez le compte rendu de nos différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce dimanche 4 juillet 2021. Voilà pour le sommet. Proclamation officielle ce dimanche 4 juillet 2021 des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021. Au regard des statistiques, c'est le département du Plateau qui occupe la première place. L'Ouémé, la 12e avec un pourcentage de 53,67%. On écoute le directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique, Roger Koudouadino, pour plus de précisions. Au plan national, 87 052 candidats sont déclarés admissibles, soit un pourcentage de 60,50% de taux de réussite au plan national. Au rang premier, département du Plateau avec 68,73% de réussite. Deuxième, département du Koufo, 68,53%. Troisième, département du Mono, 65,17%. Au rang quatrième, département du Zou, 64,15%. Au rang 5e, département du Borgou, 64,03%. 6e, département de l'Atlantique, 63,06%. Au rang 7e, département de l'Atakura, 60,96%. Au rang 8e, département du Littoral, 60,49%. Au rang 9e, département de l'Alibori, 57,56%. 10e, département de la Donga, 54,31%. Au rang 11e, département des Collines, 53,99%. Au rang 12e, département de l'Ouémé, 53,67%. Et au cours de la proclamation des 10 résultats, le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle a fait le point des différentes dispositions et innovations mises en œuvre afin d'aboutir à ces résultats. Il a également profité de l'occasion pour remercier tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement de cet examen. Reportage. Candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2021, sont pour la plupart fixés sur le sort depuis ce dimanche 4 juillet. Ils sont au total 87 052 sur 145 934 à tirer leur épingle du jeu, soit un pourcentage de 60,50 au plan national. Un seuil d'admissibilité possible grâce aux différentes dispositions prises au niveau du gouvernement et du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La dynamisation du réseau d'encadrement et d'animation pédagogique RIA par l'institution d'un dispositif conjoncturel et spécialisé de suivi stratégique appelé revue de commandement par visioconférence présidée tous les mardis par le ministre en personne de mars à mai 2021 pour évaluer systématiquement le déroulement des activités pédagogiques, procéder à des remédiations, des descentes des directeurs départementaux dans les lycées et collèges et des inspections pédagogiques déléguées en vue de l'achèvement quantitatif et qualitatif des programmes d'études. Il s'agit évidemment
de l'inscription en ligne des candidats au BEPC, la confection des listes de surveillants et de correcteurs à partir de la plateforme EducMaster, ce qui est une première depuis l'indépendance du Bénin. Le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a profité de l'occasion pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'obtention de ce taux d'admissibilité. Je voudrais, au nom du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, remercier toutes les institutions et tous les acteurs dont le concours a permis l'aboutissement heureux de l'année scolaire 2020-2021 et le déroulement harmonieux des différents examens qui nous concernent en général et le BEPC en particulier. Aux candidats admissibles, nous présentons nos félicitations et les exhortons à la rigueur pour la suite du parcours. Aux candidats non admissibles, nous leur demandons de s'armer de courage et de patience pour un travail méthodique et rigoureux. Les candidats admissibles de la série scientifique dite Modern Cours sont invités à se rendre dans les centres d'évaluation le mardi 6 juillet 2021 et ceux de la série littéraire le mercredi 7 juillet pour subir les épreuves orales et sportives. Ceci en vue d'éviter tout contexte de propagation du coronavirus. Et on vous le disait dans les titres, ça fait déjà 1 an que Luc Setondji Atropo est élu et désigné maire de la ville de Cotonou. La rédaction s'est intéressée à la lecture que font les citoyens et les conseillers municipaux de ces 12 mois de gestion. Suivez. 1 an déjà que Luc Setondji Atropo a été élu et installé en tant que maire de la ville de Cotonou. Pour atteindre les objectifs de développement d'une ville de Cotonou moderne, le maire Atropo entend compter sur le dévouement du personnel et la collaboration des forces sociales de la municipalité. Au bout des résultats de sa première année à la tête de la ville, les conseillers rencontrés font le bilan des prouesses. Nous allons dire un grand bravo à tout le conseil municipal de la ville de Cotonou qui a su accompagner le maire dans ses idéologies, qui a su lui donner la main afin que beaucoup de choses se réalisent dans Cotonou, dont le guichet unique, l'installation du guichet unique dans la ville de Cotonou à travers les différents arrondissements. Les 13 arrondissements que nous avons désormais sont dotés de guichets uniques où les fonds de la mairie sont réellement dirigés à la mairie. Et désormais, nous n'assistons plus à ces rançonnements dans nos arrondissements et il faut dire que ce sont des réformes notoires. Cotonou, depuis près de 17 ans, n'a même pas pu mettre en place les guichets uniques. Et aujourd'hui, grâce au guichet unique, nous avons constaté que la mobilisation des ressources propres de la commune ont doublé, voire triplé. Et tout ceci, c'est à l'actif du maire Luc Setondji Atropo et aussi du conseil en général. Pour les citoyens, c'est une satisfaction de voir tout ce que fait le maire dans les secteurs comme l'éducation, le cadre environnemental de la ville, économique, malgré son état de santé qui ne devrait pas être occulté. Sinon, si c'est la propriété, il y a une record qui ne se dit pas. On voit déjà, on sent déjà qu'il est là, mais il faut qu'il soit sur pied et qu'on voit la suite. Il a bien commencé son travail. Jusqu'après l'installation pour son poste là, je ne trouve pas encore quelque chose qui a été mal fait là maintenant. Sa venue depuis 1 an a été un peu rétrécif quand même. Au moins, il a essayé d'organiser, de mettre en place une organisation pour s'assurer la propriété des rues. Et aussi, concernant l'éducation des élèves, on a constaté aussi qu'à un moment donné, il a permis
que les élèves, les candidats, puissent suivre les séances de TD dans les écoles. Les citoyens de Cotonou ont profité de l'occasion pour formuler des doléances à l'endroit de la municipalité. Alors, ce que moi je veux de lui, c'est qu'il pense aussi à la jeunesse qui décroche leur licence fraîchement, qu'il met en place du moins une organisation qui va permettre de recruter ou bien d'orienter ces jeunes diplômés afin qu'ils puissent sauver la jeunesse. La ponctualité, à part ça, qu'on mette une réglementarité au niveau avec les polices municipaux pour qu'ils assainissent bien. Et je suis sûr que si il a pu se faire il y a Cotonou, c'est à cause de la dynamique qu'il a entretenue à Boïcon. Donc pour le bilan, on en sait peu. Mais j'ai foi et nous avons beaucoup de confiance en lui. Et maintenant qu'il est rétabli, je suis sûr qu'il va nous surprendre pour les 4 ans à venir. Les citoyens de la capitale économique sont confiants du dynamisme de Luc Setondji Atrokpo pour faire de la ville la vitrine du pays. Puis compte rendu maintenant des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce dimanche 4 juillet 2021. Au menu des échanges sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 4 juillet, les démissions au sein du Parti Bloc républicain et la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique, Stanislas Atadéon. Des démissions au sein des partis politiques, notamment le Bloc républicain, ont suscité bien de débats dans l'opinion publique. Sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 4 juillet 2021, les invités de Théodule Roussa sont revenus sur la question. Pour Christophe Agon, les démissionnaires ont pour objectif les législatives de 2023. Moi, je vois quand même qu'ils démissionnent, mais ils n'ont pas un point de chute. C'est ça le gros point d'interrogation. Ils iront où? À l'UP, je crois que l'UP est surchargé déjà. À l'UDBN, on attend de voir. À Moël Bénin, on entend de voir. Je suis sûr quand même que ce sont encore des calculs peut-être. Les gens sont en train de viser 2023. Les invités ont tenu à faire remarquer que les démissions n'entachent point la réforme du système partisan. Moi, j'estime que c'est des mouvements, disons, qu'on voit et qui sont en quelque sorte une résultante de ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la formation du gouvernement, avec des nominations à certains postes de responsabilité. Maintenant, c'est légitime que des gens s'offusquent de ce fait qu'on constate ces mouvements. Je ne serai pas aussi péremptoire, aussi catégorique, mais je vais dire que le système partisan n'a pas échoué. Moi, je crois que on ne peut pas dire que le système, la réforme du système partisan a échoué parce que si on doit tout mettre sur le dos de la réforme du système partisan, c'est-à-dire qu'on va passer tout notre temps à réformer le système partisan. Il revient maintenant aux dirigeants des partis politiques, des responsables des partis politiques, de jouer leur partition. L'autre sujet qui a fait objet de débat sur le plateau est la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique. Les débatteurs ont salué l'initiative. Pour l'instant, cette décision qui a été prise, pour moi, est vraiment salutaire. Je pense que ça va nous permettre donc, de corriger un problème qui reste et demeure depuis un bon moment. Il va falloir réorienter nos enfants, nos petits frères. Donc c'est en cela que le chef de l'État, avec ses ministres, ont pris la responsabilité de créer cette agence. Voilà. C'est bien beau, mais ce qui manque surtout, ce sont ces écoles-là. Vous voyez un peu, nous avons 77 communes. Est-ce que ces écoles techniques et professionnelles existent dans toutes les 77 communes? C'est d'abord ça. Les lycées techniques seront justement implantés, comme vous le dites, sur l'ensemble du territoire national, selon une prévision qui sera donc destinée au niveau donc de ces communes-là. La rénovation du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou est appréciée par les invités au plateau. Ils y voient la volonté sans cesse du président à révéler le Bénin dans tous les domaines. Quand je vois ce stade, je connais l'homme, Patrice Talon, vous le connaissez pour le goût, du beau.
ne pas construire un stade de ce standing, c'est un échec pour Patrice Talon. Je suis très fier. Avec ce stade, je crois que le Bénin retrouve son antre, retrouve son stade fétiche. C'est au grand bonheur du monde sportif béninois, toute tendance confondue. Voilà. Présentation aux parlementaires des grandes orientations budgétaires du gouvernement de la période 2022-2024 par le ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadagne, le retour de l'État dans l'investissement industriel et la fronde dans quelques conseils communaux sont entre autres sujets évoqués sur le duel de ce dimanche. On suit le résumé de Stélia Padono. Malaise au sein de certains conseils communaux. Pour les invités de François-Xavier Noumon, c'est la preuve que la réforme du système partisan, tel que pensé par le chef de l'État, n'est pas encore ancrée dans le quotidien des partis politiques. On a réformé les tests, mais on n'a pas réformé les hommes. Et on ne pourra pas réformer les hommes. En principe, les politiques devaient prendre conscience pour savoir que on est dans une nouvelle vision et de faire l'effort de se débarrasser de ces vieilles comportements. C'est la crise a commencé au sein du BR qui se note déjà là parce que le maire de Tofort, il est BR, le maire de Sémépodi est BR. Donc j'avais déjà dit sur ce plateau que la façon dont on a modifié les tests pour lire un certain nombre de maires, par la suite allait entraîner des remous. La guerre des intérêts a commencé et la crise qui couvre au niveau du BR va se ressentir dans les différentes mairies où le maire est BR. Ces partenaires politiques du BR pourraient comploter avec les autres du non progressiste pour le sauter parce qu'au niveau du BR, il y a problème. Face à ces frondes, au sein des conseils communaux de Sémépodi et de Tofort, l'analyste politique Alphonse Moïse Soudé invite les responsables au plus haut niveau à jouer la carte d'apaisement en vue de la réussite des prochaines joutes électorales. Le chef de l'État qui est entre griffes responsable des deux partis doit pouvoir prendre ses responsabilités. On est en train de voir les vrais visages parce que cela présage déjà de ce qui va se passer en 2023. Il faut positionner les gens sur les listes. Cela présage déjà de ce qui va se passer en 2026 parce qu'il faudrait que le chef de l'État désigne un dauphin. Donc c'est la guerre du dauphinat qui a déjà commencé comme ça dans les conseils. Il faudrait déjà qu'on arrive à attirer l'attention de ceux qui travaillent avec le chef, ceux qui veulent accompagner le chef de l'État, que le chef de l'État ne veut plus de ce bordel-là. Mais il faut arrêter ça. Les échanges se sont aussi axés sur le passage du ministre Romuald Wadagne au Parlement le mardi 29 juillet 2021 pour la présentation des grandes orientations budgétaires 2022. Les débatteurs ont salué le retour de l'État dans l'investissement industriel. Parce qu'on va faire de grands investissements dans l'industrie, cela cache derrière beaucoup d'emplois. Et lorsque nous avons des emplois, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas du social. Petit à petit, nous sommes en train de retrouver la souveraineté de l'État. Parce que si vous êtes un État et que vous ne pouvez pas faire des investissements sur fonds propres, ça pose un problème. Là, vous dépendez des PTF. Moi, je suis d'accord pour toutes les belles initiatives, toutes les bonnes initiatives, pour toutes les réformes qui puissent permettre à mon État de dire que le Bénin est un État sérieux, que le Bénin est un État souverain. Maintenant, il faut, je dis comme, il ne faut pas ouvrir plusieurs chantiers à la fois. Il faut aller étape par étape. Il y a des chantiers prioritaires. La secrétaire générale du parti L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN était l'invitée de l'entretien de ce dimanche. Entre autres sujets abordés, la vie du parti après le changement de tête enregistré il y a quelques semaines, mais aussi la lecture du parti UDBN sur la hausse du prix des produits de première nécessité. Mathieu Boko. Valérie Idossou, secrétaire générale du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, invité de Angèle Toboula sur l'émission L'entretien de ce dimanche. Premier sujet abordé, l'alternance à la tête de l'UDBN. Sans détour, la secrétaire générale du parti évoque les probables raisons. Le parti, tel que cela doit se présenter
dans le contexte actuel, ne peut pas être simplement un parti lié à une personne. Le système partisan voudrait que chaque personne qui travaille dans un parti politique puisse s'identifier à ce parti-là. Même si la tête change, marque-t-elle l'invité, les objectifs restent identiques. Mieux, la vision est déjà 2023. Nous voulons y aller. Nous voulons avoir des députés de tout genre, que ce soit des députés femmes ou des députés hommes. Nous rêvons d'en avoir. Et nous allons continuer par travailler pour qu'en 2023, nous ayons des députés à l'Assemblée et que parmi ces députés, ils puissent avoir une représentation féminine, puisque maintenant, la porte semble être largement ouverte pour les femmes à l'Assemblée. Une porte certes ouverte, mais pour y entrer, il faut le soutien des militants et sympathisants. À l'UDBN, nous souhaitons compter davantage sur la participation de nos militants. Donc nous diffusons au sein de l'opinion de nos militants le fait qu'ils doivent quand même payer leurs cotisations. Et nous comptons aussi sur les sympathisants. La hausse des prix de première nécessité, sujet aussi évoqué. Quelle est la lecture de l'UDBN sur la question? Valérie Idossou répond. Nous avons d'abord cherché à comprendre la situation. Et peut-être vous allez me dire, comme un citoyen lambda, nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas une question béninoise. C'est une crise, un début de crise régionale et peut-être même internationale, due à la pluviométrie et certainement aussi à la hausse des prix des matières premières sur le plan mondial. Ça, c'est collecte d'informations que nous avons pu faire au sujet de cette réalité. Deuxièmement, nous avons pu observer que le gouvernement a réagi, et ça, vous ne savez pas suite à quoi. Justement, tous les partis politiques jouent leur rôle, mais on n'est plus dans un schéma où il faut mettre la presse au devant de tout, parce que c'est comme si on était en train d'instrumentaliser les choses. L'ambition de l'UDBN, a précisé l'invité, est de révéler des femmes et des jeunes dynamiques et aussi des hommes d'expérience. Sur le décryptage, le consultant politique a fait ses analyses sur la vie des partis politiques, notamment les dernières mutations constatées à la présidence de certaines formations politiques. Il a également évoqué la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui retire le Bénin des pays sûrs. Marou Fabiola Boussari pour Le Point. Samedi 3 juillet 2021, Chabi Sira Korogoni a cédé la présidence du parti Mouvement Populaire de Libération à Expérience TB. Un mois avant, une transmission de pouvoir a été également faite au niveau du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, où Sylvie De Chacus a pris les rênes de la formation politique. Des mutations qui, selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, prouvent que la réforme du système partisan produit des effets au-delà des grands ensembles. C'est intéressant de sentir aujourd'hui qu'à la tête, on n'est plus propriétaire. Vous avez des partis dont certains sont propriétaires depuis 30 ans. Et ils sont présidents depuis 30 ans. On n'imagine pas qu'ils puissent céder la place. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas, c'est historique. On ne peut pas passer la main. Les gens ne comprendront pas. C'est historique, c'est leur patrimoine. Donc il faut saluer ces gestes, ces nouveaux partis qui se créent avec une vision qui rencontre déjà la philosophie de la réforme du système partisan. C'est là qu'il faut apprécier les effets déjà en moins de 5 ans de cette réforme. Les effets, c'est déjà le seuil de représentativité, c'est déjà le parrainage, c'est déjà le tri au niveau du choix de partage des sièges lors des élections communales. C'est déjà ce qui va se passer lors des élections de 2023 où ils peuvent être 10 à y aller, ils peuvent être 30. Ils ne le seront pas
à l'arrivée. Le consultant politique va plus loin en expliquant que les agitations, démissions, suspensions constatées au sein des partis politiques sont des éléments à mettre dans la dynamique des législatives de 2023. Des analystes estiment que certains partis politiques gagneraient à se fondre dans d'autres ensembles pour espérer obtenir les 10% nécessaires pour siéger à l'Assemblée nationale. L'UDBN pourra-t-il y arriver? Agapit Napoléon Maforican décline son analyse. C'est l'un des plus dynamiques actuellement sur le terrain. Depuis l'élection présidentielle, c'est le parti pratiquement le plus dynamique qui vit, qui bouge. D'accord. Après, quel est son ancrage? Ça, c'est la question. On ne peut pas, en analysant, occulter certaines situations et certaines réalités du terrain. L'UDBN a sans doute sa politique. Observons sa politique. Et on verra bien en 2023. S'il gagne, on dira que, ah mais, Madame Claudine Apichatile-Prudence a vu juste. Espérons que le parti gagne. Parce que là où on est aujourd'hui, le parti n'a pas encore l'envergure pour faire les 10%. Je suis désolé de le dire. Mais aujourd'hui, en juillet 2021, le parti n'a pas encore cette capacité-là. Il peut l'acquérir avec le temps, avec sa nouvelle politique. Le silence du parti Les Démocrates n'a pas été occulté au cours du décryptage. Leur silence absolu montre qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a plus de maître. C'est un parti patrimoine et les partis patrimoine font disparaître un à un. Quand le parti est un patrimoine d'un individu, il n'y a que ça qui peut arriver. Ils ne peuvent pas avoir de discours. Quel discours ils vont avoir? Un président du parti qui n'a pas été capable d'être candidat, il n'a même pas été suppléant de l'autre, qu'on a débarqué du jour au lendemain. Agapit Napoléon Maforican fustige la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui éjecte le Bénin, le Ghana et le Sénégal des pays sûrs. On dit que le pays n'est pas sûr. Vous trouvez ça? C'est qu'on veut vous faire avaler un modèle. C'est inadmissible. Et au même moment, on parle des droits de l'homme. Mais au nom de la liberté, quand le pays de faire sa législation, pourquoi vous pensez que le pays doit penser comme vous? Pourquoi vous pensez qu'on doit admettre l'homosexualité? On reproche au Ghana et au Sénégal les lois anti-homosexuelles. Mais en France, il y a des lois anti-polygames. Par exemple, mettons les valeurs ensemble. Vous pensez que l'homosexualité est meilleure que la polygamie? Le consultant politique a tenu à rappeler qu'au Bénin, il y a la liberté politique et qu'il n'y a aucune loi anti-liberté. Pour lui, c'est une décision sans intérêt. Voilà, madame, monsieur, ce journal s'achève. Merci de toujours nous rester fidèles.